m'explique aussi comment le 20 octobre 2012, je peux évoluer librement au milieu de gendarmes et que 3 jours plus tard, je suis subitement une dangereuse criminelle qu'il faut arrêter par la force avec une action spectaculaire. Pourtant, à entendre la justice, comme nous allons le voir par la suite, la prévention imaginée pour nous inculper si sérieusement viendrait de faits gravissimes remontant au mois d'août 2012. Il ne s'agit pas d'un crime que tu aurais commis après ta conférence ou que tu aurais commis avant ta conférence pour n'être subitement découvert que 2 ou 3 jours après. Comment les acteurs judiciaires peuvent-ils s'expliquer s'ils prétendent que je suis une criminelle, jetée en prison sans discussion pour mettre fin à une infraction grave et persistante, la formule magique? Comment peuvent-ils tous expliquer n'avoir pas remarqué que la dite dangereuse criminelle organisait une conférence de presse sous leur nez 3 jours avant? La réponse est évidente. Cette extravagance, associée à ces mensonges et ces procès d'intention pour prétendre justifier la brutalité de ton arrestation, nous prouve qu'il ne s'agissait pas d'une mesure judiciaire, mais d'une réaction. Réaction à quoi? À un crime venant d'être commis ou découvert et nécessitant une telle mesure? Non, bien sûr, une réaction d'inquisition à ta conférence de presse. Le seul crime qui nécessitait ta neutralisation pour éviter sa persistance et son aggravation, c'est cette communication que tu organisais avec trop d'efficacité pour dénoncer la protection des réseaux pédocriminels par la justice française. Il me semble que l'élément déclencheur de ton inculpation, de ton arrestation et de ton incarcération a été une prise de décision suite à l'impact inattendu qu'a eu ta conférence du 20 octobre, relayée par le journal télévisé du soir de façon si encourageante. Il fallait te stopper avant que tu n'ailles encore plus loin. Je suis aussi de cet avis quand tu parles d'éléments déclencheurs pour la prise de décision. Mais la machination couvait depuis ce jour où toi, tu avais abandonné ton cahier de brouillon aux mains de gendarmes d'Amancé. Car c'est le procureur de Saintes, en Charente-Maritime, qui avait mandaté les gendarmes de Poitiers pour venir jusqu'en Franche-Comté, à l'autre bout de la France, pour m'arrêter. La première grosse manipulation qu'il faut tout de suite relever concerne la classification crime de l'infraction imaginée, car celle-ci correspond à des trafiquants de chair humaine. Pourtant, nous sommes accusés d'avoir eu le projet d'enlever 3 enfants pour les remettre à leur mère, Sandrine Gachadois. Alors, si nous avions réellement eu ce projet-là, s'agirait-il du cadre criminel de l'association de malfaiteurs trafiquants d'enfants? En fait, si le procureur de Saintes avait décidé d'organiser notre inculpation de façon crapuleuse, c'est pour une raison trop flagrante. Il avait été informé, par transmission de mon cahier de brouillon par les gendarmes d'Amancé, du fait que nous enquêtions sur 16 agissements, pratiques d'inquisition, s'agissant de l'affaire de Sandrine Gachadois. Car cette mère, après s'être fait arracher ses 3 enfants, avait été envoyée en prison puis en asile psychiatrique à Saintes sur décision du parquet de Saintes. Et ce sont ces enfants, remis à leur bourreau présumé, que nous avions tenté d'interviewer en août 2012. Toute l'affaire n'est qu'un montage crapuleux, fait à partir du cahier de brouillon que j'ai eu le malheur d'abandonner aux mains de l'ennemi le 22 septembre 2012. Mais voilà, quel était l'élément principal sur lequel repose l'inculpation? Il s'agit de mes propres notes faites sur ton cahier le jour où j'ai rencontré Léa avec un de ses petits frères le 13 août 2012. J'ai trouvé la photocopie partielle de mon compte-rendu dans mon dossier dit pénal après ma sortie de prison. Comment ça, photocopie partielle? Curieusement, dans ce dossier prétendu pénal, il manque le début de mon compte-rendu de ma rencontre avec Léa. Peut-être parce que ce que j'avais rapporté dans ces premières lignes était trop difficile à faire passer comme un élément à charge, car je me rappelle fort bien avoir noté que je m'étais présentée à Léa comme une amie de sa mère, venant prendre de ses nouvelles à elle et ses petits frères. Ceci dit, comme vous allez pouvoir le constater, le reste du compte-rendu ne peut constituer un élément à charge qu'à la seule condition qu'on n'en fasse surtout pas la lecture,
mais qu'on se borne juste à affirmer que c'est un élément à charge. Le genre de manipulation dont sont coutumiers les imposteurs en robe noire, qui ne nécessitent que la collaboration de quelques vendus de baveux pour interdire que son client ne se défende. Et de ce côté-là, je crois que tu es bien fourni. Je vous fais donc la lecture de cette partie du compte-rendu de ma prise de contact avec les enfants de Sandrine Gachadois. Ma rencontre avec Léa. Je précise que pour rapprocher les enfants, nous avons inventé une histoire de petit chien perdu, Lino. Un peu plus tard, quand on peut parler seul, je lui dis « Est-ce qu'il y a un moyen qu'on se revoie? Est-ce que tu peux sortir de chez toi ?» Elle dit non. « Est-ce que vous allez souvent quelque part, à la piscine, faire des courses ?» Elle a l'air de ne pas avoir une idée pour ça. Je dis « Est-ce que tu peux te promener sur la propriété de chez les grands-parents, au lac, parce que c'est très grand ?» Elle dit « Oui, mais il y a des codes. » J'arrête, je ne voulais pas lui dire qu'on saute le portail. « Mais comment m'avez-vous trouvé ?»« C'est ta maman qui nous a dit que tu habitais ici. »« À m'entendre ? » ?»« Oui. » Il y a d'autres enfants autour de nous et tout le monde cherche Lino. Léa aussi, elle le cherche. Quand on remonte vers la rue principale, je parle encore avec elle et je lui dis « Bon, on se reverra quelque part, tu me reconnaîtras ?» Léa, oui, mais c'est pour savoir si vous subissez encore des choses de ton père ou de ta grand-mère. Léa, d'un ton sûr, en faisant non de la tête. Non. Moi, mais peut-être ton petit frère? Elle dit non, avec la même sûreté. Plus tard, il y a Andy qui dit qu'il y a une dame qui peut m'aider pour le chien. Je dis à Léa, peut-être tu peux me dire quelque chose devant une caméra, un autre jour, avec plus de temps. Elle a l'air de ne pas savoir qu'est-ce qu'elle pourrait bien me dire. Je comprends qu'à l'heure actuelle, elle me dit qu'il n'y a rien. Et pour le passé, je ne me rappelle pas. Je n'ai pas de souvenir d'avoir subi des choses. Je vais vers la dame pour discuter pour le chien. Léa me dit qu'ils doivent rentrer et partent vers la maison. Je laisse un numéro de téléphone à la dame avec le nom Nathalie. Elle me dit « Nathalie, comme moi ». Je repars vers la brousse. Andy et le garçon blond me suivent. Georges est coincé dans une impasse et court pour ne pas être vu par les enfants. Après, elle se cache dans le champ de fleurs de tournesol. Je précise que Georges est le prénom que j'avais pris pour l'occasion. Les enfants ont l'idée de chercher Lino dans ce champ. Je dois arrêter le jeu en disant que je regarderai s'il n'est pas rentré. Tout le monde rentre. Léa et sa copine suivent encore un peu, puis font demi-tour. On se trouve au carrefour vers 18h quand le père arrive avec son fourgon vers nous. On se casse. On constate que cette preuve de ta culpabilité, ainsi que la mienne, celle de Sandrine Gachadois, Jérémy Lehu et Christophe Borja, est tout son contraire. C'est bel et bien la preuve que toi et moi faisions une enquête, certes sur un thème interdit, et que ta rencontre avec Léa, certes clandestine, était effectuée avec l'intention de l'interviewer et accessoirement de donner à Sandrine Gachadois, sa mère, quelques nouvelles de ses enfants. Permettez que je cite à nouveau cette phrase du compte-rendu qui se trouve dans mon cahier et dans le dossier prétendu pénal quand Janet demande à Léa « Peut-être que tu peux me dire quelque chose devant une caméra un autre jour avec plus de temps. » Projet de multiples enlèvements. Que des magistrats prétendent mettre en forme une inculpation d'association de malfaiteurs projetant un multiple enlèvement d'enfants sur base d'un tel élément est la preuve de leur propre entente criminelle. L'association de malfaiteurs dans l'histoire, c'est une bande de pseudo-magistrats et de pseudo-gendarmes, ainsi que de quelques baveux. Là, dans ces notes récupérées par la justice, il y avait un peu de tout, entre des pensées diverses et des notes relatives aux enquêtes que nous faisions. Il y avait même des notes concernant une affaire étouffée de viol d'enfants en bas âge, en Réunion, qui implique l'actuel président de la République française et quelques-uns de ses ministres. Une affaire qui a finalement été retournée contre le père plaignant et sur laquelle je comptais déjà enquêter dès la rentrée scolaire de 2012 dans le cadre d'une certaine démonstration que j'avais en projet
car je dois vous l'avouer, j'avais bien un projet, du genre projet qui ne doit pas trouver grâce aux yeux des ordures, qui détournent les pouvoirs de leurs fonctions au service du lobby pédocriminel. De quel projet s'agit-il et auquel j'ai participé? Faire la démonstration à travers une affaire exemplaire de la réalité des réseaux pédosatanistes. Tu as dit pédosataniste? Tiens, c'est nouveau comme appellation, ça. Oui, en fait, je viens de citer les magistrats eux-mêmes qui, comme je vais vous le prouver sous peu, connaissaient parfaitement le vrai projet de Stan Mayo. Eh oui, sur mon cahier de brouillon, il y avait donc de quoi à inquiéter les pourritures en toques et en uniforme. Je ne parle pas pour les fonctionnaires intègres, même si j'attends toujours qu'ils se réveillent. Mais du coup, pour des acteurs de l'Inquisition soucieux de trouver quelque chose pour nous neutraliser, ton cahier de brouillon, c'était un cadeau. Dans ce cahier, comme dans tout carnet où quiconque note ses pensées personnelles, tout et rien pouvait être instrumentalisé pour prétendre tout et n'importe quoi. Eh bien, notre inculpation, c'est justement du n'importe quoi, monté en épingle et servi avec beaucoup de spectacle et de confusion pour les esprits pas trop éveillés. C'est-à-dire pas mal de monde dans le grand public, n'est-ce pas? Un petit exemple parmi tant d'autres. Au vu des horreurs que nous découvrions, je m'interrogeais souvent sur l'usage de la violence, légitime violence. Dois-je rappeler que dans des cas extrêmes où un citoyen doit intervenir pour secourir une victime d'agression, par exemple, la loi prévoit même la légitime défense, avec usage d'une légitime violence immédiate et proportionnelle, articles 328 à 329 du Code pénal. Et que cette même loi prévoit que tout citoyen puisse intervenir lors de la commission d'un délit ou d'un crime en flagrance pour le faire cesser et en neutraliser l'auteur, article 73 du Code de procédure pénale. Alors cela interdit en théorie la construction de ce genre de procès d'intention. Tes réflexions personnelles, notées sur ton cahier, m'intriguaient également. Que faire quand la pire des violences s'applique si formellement, à une telle échelle sur des enfants, avec la bénédiction de ceux qui sont censés les protéger? Ce contexte-là, et dont on ne peut pas parler sans risquer l'emprisonnement et ou l'internement en asile psychiatrique, mérite bien que l'on se pose des questions. Ces réflexions, indépendantes de toute note concernant des repérages pour nos enquêtes, ont été ressorties et assénées comme la preuve de notre association de malfaiteurs. La preuve que j'étais une criminelle. J'avais osé avoir eu des réflexions personnelles sur le thème de la violence et osé les noter sur un cahier de brouillon. Ah bien. Du coup, écrasée par les attaques du juge, je me sentais coupable d'avoir eu des réflexions sur ce thème. Oublions que ça n'avait même rien à voir avec leur accusation de projet de l'enlèvement d'enfants. Élément prétendu à charge, monté en épingle par les prétendus magistrats, avec autorité, censé vous intimider et vous faire sentir coupable, tout en détournant l'attention du cœur même de l'accusation, en évitant surtout de s'en tenir au droit pénal. Vous saisissez bien de quoi je vous parle à propos du procédé de procès d'intention et d'imposteurs en robe noire. J'aimerais revenir sur ce que tu appelles procès d'intention. Le gendarme Bonito, quand il m'harcelait, cherchait à me déstabiliser, à me piéger en me faisant dire des choses qui pourraient être utilisées contre moi hors contexte. C'était flagrant, il préparait le terrain pour les magistrats, notant ce qu'il voulait comprendre sans tenir compte de mes protestations quant à sa déformation de mes propos. Là, il m'envoyait promener en disant que je n'aurais qu'à m'expliquer devant les juges. Des juges qui ont ressorti mes prétendus propos, déformés, que je n'avais d'ailleurs pas signés, sans me laisser m'expliquer quoi que ce soit. Ceci dit, à un moment, un autre gendarme m'attaquait sur le fait que si tu avais constaté que les enfants de Sandrine Gachadois se faisaient violer par les adultes qui en ont la garde, tu aurais pu avoir l'intention de les enlever. Ah!
Je comprends, c'est sans doute ça que la loi entend par projet criminel en outre. Je vous rassure, le cadre du projet relevant de la justice est très précis et ne laisse aucune possibilité à de hasardeuses interprétations, qu'elles soient fondées ou organisées de façon crapuleuse comme c'est le cas ici. Donc, je me suis sentie un peu embarrassée, sentant bien que les gendarmes voulaient me piéger. J'ai répondu que, pour moi, il ne s'agissait que de t'aider dans ton projet d'enquête et que je n'étais pas dans ta tête pour savoir comment tu réagirais en constatant que des enfants sont victimes de viol. Plus tard, revenant sur ce même procès d'intention, le juge d'instruction s'exclama « Mais êtes-vous bien sûr de connaître Stan Mayo? Vous ne connaissez pas son passé? Vous prétendez que vous ne savez pas de quoi il est capable ?» J'ai alors dit qu'il n'était effectivement pas impossible que tu puisses penser à enlever des enfants des griffes de leurs bourreaux en constatant leur viol. Là, n'attendant que ça, c'était fait. Il a fait noter ma réponse à sa greffière. Comme si mon passé, sorti de son contexte naturellement, était un élément de preuve pour une nouvelle mise en accusation. Si nous avons bien compris le principe du procédé de procès d'intention, utilisé pour prétendre la culpabilité de parfaits innocents, notons au passage que dans le scénario imaginé par les accusateurs, c'est-à-dire que je puisse constater que des enfants se fassent violer et que je puisse avoir l'intention de les enlever des griffes de leurs bourreaux, la seule chose qui choque gendarmes et magistrats dans l'histoire, c'est le fait que je puisse avoir une pareille intention. Je vous mets en garde, si nous continuons à détourner le regard et à laisser progresser la contamination, un jour, ce seront les chasseurs de pédophiles qui seront lapidés sur la place publique. Donc, pour ces imposteurs, il s'agit là d'un crime passible de 10 ans de prison. Et quant à moi, le fait que je sois ta compagne, à toi qui, au vu de ton passé, pourrais avoir l'intention de soustraire des enfants des griffes de leurs bourreaux, dans le cas où tu constaterais les viols subis, ça justifie aussi mon inculpation pour association de malfaiteurs, la prison en préventif et la promesse de 10 ans de prison. Janet aurait dû se sentir coupable de reconnaître que si j'avais constaté le viol des enfants de mes yeux, j'aurais pu alors avoir l'intention de leur venir en aide, autrement dit de les soustraire des griffes de leurs bourreaux. Je constate que la probabilité d'une intention, présentée comme malfaisante, vient prendre la place du projet au sens où le droit l'entend, dans l'inculpation imaginée. Mais on n'a pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'en fait il ne s'agit pas de justice. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que, le cas échéant, une telle potentielle intention de ma part rentre dans le cadre d'un projet criminel mené par une association de malfaiteurs et interrompu juste à temps par les valeureux gendarmes? Car c'est très exactement ainsi que les choses ont été présentées dans la presse, à grands coups de manœuvre de confusion. Alors il s'agit là bien sûr d'un énième vice de procédure qui concerne la violation éhontée du si précieux principe de présomption d'innocence, du fait du sieur Philippe Coindeau, procureur de Saintes, à l'origine de la mise en forme criminelle de notre inculpation.